Le Point vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. Ah, si seulement il n'y avait que les primes maladie, les fins de mois en Suisse seraient presque faciles à boucler. Mais il y a le logement aussi qui pèse de plus en plus lourd dans nos budgets. Quand on arrive seulement à trouver à louer, sans même parler d'acheter ou de conserver son achat. Y aurait-il un mieux, cependant, à espérer des votations du 24 novembre prochain? De projets de réforme du droit du bail sont en jeu, notamment. Beaucoup d'énergie est mise dans la bataille, de la part de la droite comme de la gauche et de la SLECA. Mais dans le fond, qu'est-ce que cette votation peut bien changer à nos soucis de toit et de sous? Tout comme celle sur FAS et les primes maladie, le gouvernement et les partis politiques sont-ils encore connectés aux vrais besoins des citoyens dans ce pays? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités. Le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Diane Barbier-Muller. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes députée PLR au Grand Conseil genevois, administratrice de la régie Pilet et Renault et vice-présidente de la Chambre genevoise immobilière. Beaucoup de médailles. Tout aussi médaillé en face de vous, Benoît Gaillard, membre de la SLECA Vaud et responsable de la communication et des campagnes à la fêtière des syndicats suisses. Évidemment, un socialiste bien connu. Sidney Camerzin, encore plus médaillé. On vous a mis un peu au bout de table. Les plus médaillés de la table ce soir. Sidney Camerzin, merci infiniment de nous avoir rejoints du Valais. Vous êtes conseiller national, vous, du parti Le Centre, de cette majorité de droite qui a voulu ces deux projets de réforme sur le droit du bail. Dans la vraie vie, vous êtes aussi avocat et notaire spécialiste des questions immobilières. Votre pendant, avocat à la SLECA, Christian D'Andrès, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes aussi conseiller national, socialiste et siégez dans la commission idoine au Parlement, la commission des affaires juridiques où se fabriquent les lois en matière de baux et de logement notamment. Alors ces deux objets sur lesquels nous votons le 24 novembre, résiliation du bail facilité pour besoins propres et déclaration obligatoire des sous-locations. La SLECA est vent debout en campagne contre, mais franchement Benoît Gaillard, qu'est-ce que ça va bien changer à nos problèmes de toit et de sous? Je crois qu'il faut d'abord se rappeler ce que c'est que le droit du bail. Le droit du bail, c'est tout ce qui régit finalement les rapports entre des propriétaires de logement et des locataires de logement. Et le but du droit du bail, c'est de rééquilibrer une relation qui est par définition un peu inégale. Parce que le locataire, il est obligé de se loger, et par ailleurs il paye pour ça. Le propriétaire, lui, il possède un logement dont il essaie de tirer un rendement. Les deux sont légitimes, mais enfin, je crois que quand on décrit les choses comme ça, on voit bien qu'il y a une partie un peu plus faible, qui est peut-être un petit peu plus embêtée si elle doit quitter son logement, puis une partie un peu plus forte. Le droit du bail, c'est un grand consensus politique, avec la droite, la gauche pendant des années, c'est de dire on rééquilibre un peu en faveur des locataires. Parce que sinon, si on laisse simplement la loi de la jungle s'appliquer, c'est les propriétaires en fait les plus forts, pour ainsi dire, et c'est eux qui risquent de gagner quelque part sur tous les plans. Donc ça, c'est le droit du bail. Maintenant, on fait ici deux modifications. J'admets qu'elles sont sur des points effectivement précis. En revanche, c'est clair la direction dans laquelle elles vont. C'est-à-dire qu'elles rééquilibrent les choses en faveur des propriétaires. Et donc la question à laquelle les gens doivent répondre aujourd'hui, ce n'est pas tellement une question de détail, c'est une question quelque part directionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que dans le monde du logement en Suisse, avec des loyers qui augmentent, avec des gens qui effectivement sont face à des résiliations pour des travaux, pour d'autres motifs, est-ce que vraiment on doit modifier le droit du bail pour donner plus de droits aux propriétaires et moins aux locataires? Je crois que la réponse est dans la question. Ça n'est pas le moment de faire ça. Et malgré tout, ces propositions vont conduire à des résiliations de bail supplémentaires, c'est le but d'ailleurs, c'est de pouvoir résilier des baux de manière plus facilitée, et vont conduire à des augmentations de loyers supplémentaires. Donc vraiment, c'est la question de principe à laquelle il faut répondre, et moi je plaide, comme beaucoup de spécialistes, pour qu'on en reste à cet équilibre lentement mûri au niveau de la Suisse, des droits et des devoirs entre les propriétaires et les locataires. Les propriétaires aujourd'hui n'ont pas besoin d'un renforcement de leurs droits, et aucun locataire en Suisse ne peut souhaiter un rétrécissement de ses droits. Alors, on va aller prendre un objet après l'autre. Diane Barbier-Muller, justement, la résiliation facilitée pour usage propre. Mais est-ce que c'est une priorité aujourd'hui dans un moment où, justement, il y a une telle crispation sur le logement, une telle difficulté et des loyers tellement élevés ? Il n'y
n'y a pas de résiliation facilitée. Ces deux projets vont... Ce qui va être drôle, c'est ça, c'est avec le message alarmiste que donne la SLOCA, c'est quand, si les objets devaient passer ou quand les objets ne passeront pas, les locataires viendront dire, maintenant, qu'est-ce que ça change ? Rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Dans le cadre de la résiliation pour besoins propres, c'est juste de dire... Aujourd'hui, la clause qui est urgente, puisque quand un propriétaire veut récupérer pour lui, il doit faire la démonstration d'un besoin urgent. À partir du moment où il y a un recours, c'est plus urgent parce que le recours va prendre entre 1 et 4 ans à se faire dans le cadre d'un logement, puisque là on parle du logement et pas des locaux commerciaux. Donc c'était juste d'assouplir cette norme en donnant un besoin objectivement défini et puis un besoin important. Ce qui risque aussi d'arriver, c'est d'un propriétaire qui achète un bien pour, par exemple, son enfant qui va aller à l'école à côté, à Lausanne, à l'EPFL, pourrait risquer alors de ne plus louer l'appartement temporairement parce qu'il aurait le risque de ne jamais récupérer. Donc voilà, on aurait un bien vacant pendant peut-être 1 an, le temps que l'enfant entre à l'école. Donc aggravement de la pénurie si vraiment on fait des cas extrêmes. Et dans le cas de la sous-location, c'est aujourd'hui la demande de la clause écrite. Donc on peut aussi avoir le cas, si la demande n'est pas faite par écrit, d'avoir le propriétaire, le méchant propriétaire qui veut abuser du locataire, qui dit « Ah j'ai jamais entendu parler de cette sous-location, on ne me l'a pas annoncé, donc dans ce cas-là je résilie ». La clause écrite était une clause qui a pour vocation de protéger les deux parties, y compris le locataire. Et la demande de restitution, si le locataire part plus de 2 ans, c'est de dire, effectivement, un locataire qui, par exemple, va s'installer dans un canton voisin et a envie d'avoir une adresse dans le canton de Vaud, par exemple, puisque on parle ici du Vaud, si un locataire part vivre à Genève et veut garder une adresse à Genève, dans le canton de Vaud, il sous-loue son appartement, il n'a pas besoin de démontrer qu'il reviendra à terme si la loi ne passe pas. Et dans ce cas-là, il sous-louera peut-être avec une petite plus-value. Et là, on a une augmentation des loyers. Et c'est ce que je trouve cocasse de la part de la SLOCA, c'est qu'en fait, un loyer est abusif à partir du moment où il est pratiqué par un propriétaire. Mais si c'est un locataire qui sous-loue avec une plus-value, et là, c'est pas un problème parce que c'est un locataire et que c'est tout à fait justifiable. Oui, Christian Andrès, quand même, quand on lit le texte, on se dit ne pas pouvoir disposer immédiatement de son logement pour habiter soi-même ou pour placer un membre de sa famille, devoir déclarer, ne pas avoir l'obligation de déclarer qui occupe son logement, à qui on sous-loue, ça paraît quand même aberrant, non ? C'est plutôt un rétablissement du bon sens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans ce débat, une confusion qui a été entretenue par les milieux immobiliers, parce que le texte qui passe en votation populaire ne dit pas ça. En fait, on a 2 aspects. Sur la question du besoin propre, sans entrer dans trop de détails techniques, il y a un principe de base, c'est la liberté contractuelle. Donc si un propriétaire décide, ce qu'il n'est jamais obligé de faire, de louer un appartement, il peut dire à la fin du contrat de bail « je ne renouvelle pas votre contrat ». Le locataire peut contester, il doit démontrer qu'il y a là un abus de la part du propriétaire, ce qui n'est pas une mince affaire. Et ensuite, le locataire a le droit, si les circonstances s'y prêtent, à une prolongation du contrat de bail qui, en moyenne à Genève, est d'1 ou 2 ans à peu près. C'est ça, effectivement, la pratique. Le texte, il vise autre chose. Il vise la possibilité pour le propriétaire de casser le contrat avant son terme. Et ça, c'est lorsqu'on a un nouveau propriétaire qui achète et dit « j'ai besoin de cet appartement », il peut résilier sans respecter le contrat. Mais il y a une condition à ça, c'est que son besoin doit être urgent. Parce que le principe de base en Suisse, c'est que les contrats doivent être respectés. Puis le deuxième aspect, c'est que lorsque vous avez un locataire qui fait valoir ses droits et que le bailleur refuse et qu'il va en justice et que le juge donne tort au bailleur, le locataire, à ce moment-là, est protégé pendant une période de 3 ans. Mais il y a une soupape, c'est si le bailleur a un besoin urgent, parce que le législateur a considéré que le besoin urgent devait effectivement primer. Et on supprime cette clause de l'urgence. Donc on étend en fait un privilège qui est donné au bailleur de ne pas respecter les contrats et effectivement aussi d'être protégé à point locataire après avoir fait valoir ses droits et condamnation du bailleur. Donc il faut une condamnation du bailleur. Évidemment, ce n'est pas une petite modification. Et sur la question de la sous-location, ce qui change fondamentalement, parce qu'on a beaucoup glosé sur les règles de 2 ans ou de consentement, ce n'est pas ça l'élément central. L'élément central, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a 2 conditions. Si le locataire respecte ces conditions, le bailleur ne peut pas lui dire non, je refuse effectivement la sous-location. Ça, c'était le fruit de l'accord qui était passé en 1990, sachant qu'à l'époque, les locataires avaient fait une concession, parce qu'à l'époque, il était possible de transférer le contrat de bail à un tiers, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, mais vous pouvez sous-louer, à condition de ne pas faire d'argent sur le dos du sous-locataire, et à condition aussi que vous ayez gardé l'intention de revenir un jour ou l'autre dans l'appartement. On supprime en fait ce catalogue fermé, et le propriétaire pourra effectivement, pour toute une série d'autres motifs qui sont non listés dans la loi, alors on a dit oui, mais parce qu'il faut pouvoir prévoir les évolutions, etc. Mais fondamentalement, ce qui change, c'est qui décide.
Aujourd'hui, si le locataire respecte les conditions, le bailleur ne peut pas le dire non. Demain, le bailleur pourra dire. Est-ce que c'est normal quand même que le propriétaire décide si peu de ce qui lui appartient? Alors ça, je pense que c'est évidemment l'argument de fond. Et M. Camerzin, dans le cadre des débats parlementaires, l'avait soulevé en disant le bailleur est en droit de savoir qui vit chez lui, il est en droit de pouvoir garder, disons, un regard important. Ça, c'est pas normal de savoir exactement qui vit chez soi. Disons, je pense qu'on a effectivement une réflexion à mener là autour, parce qu'à partir du moment où une personne loue un appartement, on n'est pas, disons, dans une dynamique féodale. L'appartement devient effectivement la possession du locataire, et cette possession, elle est encadrée, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit comme locataire de faire n'importe quoi, de casser, de ne pas payer, de nuire au voisinage, ou effectivement de faire de l'argent sur le dos du sous-locataire. Mais si vous respectez effectivement ces conditions, vous êtes chez vous. Et le bailleur ne peut pas effectivement intervenir, à mon avis, disons, pour tous les grands actes de la vie, pour dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas marié avec votre propriétaire. Vous lui payez quelque chose pour effectivement disposer d'un appartement qui devient chez vous. C'est votre foyer. Ce n'est pas un foyer conditionnel, disons, à la volonté du propriétaire. Pour autant, évidemment, qu'on respecte le contrat. Et j'insiste, le propriétaire n'est jamais obligé de renouveler effectivement un contrat. Donc, s'il fait un contrat, il faut respecter ses termes. Ça, je pense, c'est des éléments élémentaires en fait de loyauté commerciale. C'est des principes élémentaires aussi du droit des contrats en Suisse. C'est ça, disons, la dynamique liée à ces deux modifications. Qui décide? C'est ça. Voilà, justement, Sidney Camerzin, est-ce qu'en Suisse, justement, c'est aussi pour ça qu'on devient si peu propriétaire? Parce qu'en fait, quand on est locataire, finalement, on est un peu propriétaire de son logement et on en dispose comme on veut. C'est ça l'état de fait aujourd'hui? Non, je ne pense pas que ce soit lié. Le fait de la réglementation et la position du bailleur, du locataire par rapport à la propriété. Mais j'aimerais juste revenir peut-être sur ce qui a conduit à cette révision assez technique. On a présenté des arguments assez techniques. Pour le téléspectateur qui nous écoute, c'est assez complexe. Mais pourquoi est-ce qu'on a deux projets aujourd'hui ? Et il faut se rendre compte qu'il y a une chose aujourd'hui qui pourrit la relation entre bailleur et locataire, c'est les procédures et la durée des procédures. Dans deux cas, mettez-vous à la place d'un appartement qui est sous-loué par une personne qui, justement, un locataire a sous-loué avec un loyer trop élevé. Et ça aussi, ça conduit d'ailleurs, les sous-locations abusives, ça conduit à des locations et à des sous-locations trop élevées, et qui veut intenter aujourd'hui une démarche procédurale. Il a été mis devant le fait accompli. Avec la norme actuelle, c'est un peu quand même insuffisant. Et pour faire évacuer un sous-locataire abusif, le bailleur aujourd'hui, c'est des mois et des années de procédure. Et ça a été ça, en commission juridique, quand j'étais avec M. Dandrès, comment faire pour simplifier, pour éviter qu'un bailleur se retrouve face au fait accompli. Ça, à la rigueur, c'est un problème auquel on peut faire face, mais que ça lui prenne des mois et des années de procédure avant de pouvoir le faire sortir. Deuxième cas de figure, exactement la même chose. Et là, M. Gaillard a dit que ça concernait les bailleurs qui veulent du rendement, c'est faux. Ça concerne, pour ce deuxième objet, les bailleurs qui veulent récupérer les besoins propres. Imaginez-vous quelqu'un qui a acheté son appartement, qui a pu le faire, c'est des fois les économies toute une vie, ou quelqu'un qui est empêtré dans une procédure avec son locataire ne peut pas de nouveau, pendant des mois et des années, récupérer son propre bien. Et là, on a vu qu'il y avait une législation qui était insuffisante, et moi je suis d'accord, l'équilibre est là, et ce n'est pas une révolution aujourd'hui, mais c'est pour éviter aux bailleurs de se retrouver des mois et des années sans pouvoir prendre possession de son bien, ou alors avec un sous-locataire qu'il n'a pas choisi, et pour un bien qui lui appartient et qui est sous-loué à des conditions beaucoup plus élevées et qui contribue aussi à des loyers trop élevés. Donc c'est apporter des correctifs à ces deux cas de figure, et c'est pour ça qu'on a cette réforme. Je ne dirais pas réformette, mais petite réforme aujourd'hui. Ce n'est pas une révolution du droit du bail. Je crois que l'équilibre est maintenu, mais c'est pour clarifier et fixer ces règles et permettre la récupération d'un logement pour un bailleur ou des loyers, des sous-locations abusives au niveau du montant. D'accord. Alors, oui, justement. Non, mais disons, moi, quand je joue avec mes enfants à des jeux où on doit équilibrer les choses, on sait que si on enlève une pièce d'un côté, ça se déséquilibre. Donc, on ne peut pas dire on réforme, mais l'équilibre reste tel qu'il est. Donc, il faut, je crois, à un moment donné, assumer. C'est une modification qui renforce les droits des propriétaires. Et je crois que ça, c'est écrit dans les textes. En cas d'abus. Mais on va y venir. Mais disons, moi, j'aimerais bien qu'on appelle un chat un chat. C'est une modification qui renforce les droits des propriétaires dans un certain nombre de situations circonscrites, mais qui renforce les droits des propriétaires au détriment des droits des locataires. Donc ça, c'est la première chose. Quand on dit on ne change rien, alors à ce moment-là, il n'y avait effectivement pas besoin de faire la réforme. Ça change quelque chose. Le curseur est déplacé en faveur des propriétaires. Il faut que ce soit clair. On peut le souhaiter, mais enfin, ne faisons pas comme si ça n'avait pas lieu. Deuxième chose, encore une fois, on parle de logement.
On ne parle pas de basket ou de pain à la Migros. Évidemment qu'on ne peut pas expulser, je veux dire, encore heureux qu'on ne peut pas expulser des gens, même s'ils ont peut-être fait une erreur administrative, ils n'ont pas demandé l'autorisation au bon moment, ils ont oublié d'annoncer un nouveau sous-locataire, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, mais encore heureux que ça prend peut-être une année ou deux de virer les gens de chez eux. Mais enfin, la région voire beaucoup plus, hein, beaucoup voire beaucoup plus, 3, 4 ou 5 ans. C'est ça le problème. Mais encore une fois, Benoît Gaillard. on ne peut pas traiter les gens comme ça, comme de la menue marchandise. C'est évident qu'un locataire a besoin d'un autre type de protection que le propriétaire. Parce que le propriétaire, son risque, c'est quoi? C'est de ne pas récupérer son logement ou c'est de ne pas avoir de loyer pendant un temps. C'est un risque, j'admets, c'est désagréable. En revanche, le locataire qui se fait expulser de son logement, je crois qu'on sera d'accord ici, le risque d'être sans logement, il est un petit peu plus grave dans la vie que le risque de ne pas encaisser de loyer ou de ne pas pouvoir récupérer le logement auquel on souhaite avoir droit. Mais dernier élément. Benoît Gaillard, admettons, prenons un cas très concret. Oui. Vous avez un rez-de-chaussée à proximité d'un hôpital et des parents âgés que vous devez justement installer en rez-de-chaussée à proximité d'un hôpital. Vous ne pouvez pas le faire. Vous allez avoir minimum 4 ans de procédure. Enfin, vous pouvez aller jusqu'à 4 ans de procédure. Vous attendez en fait finalement que vos parents soient morts pour pouvoir récupérer votre appartement. Il y a des pesées d'intérêt qui sont quand même aussi parfois qui devraient être faits à l'avantage du propriétaire, non? Mais évidemment, et encore une fois, c'est déjà possible aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de modifier cet équilibre-là parce que, je vais vous dire les choses, Madame Guinan, c'est clair. Le problème, c'est qu'on peut faire de la politique avec des cas particuliers ou bien on peut réfléchir aux grandes lignes. Si dans l'appartement en question, il y a une famille avec 3 enfants et qu'il y a la garderie à côté puis l'école en face, est-ce que ce n'est pas logique que la loi essaye de créer un équilibre entre ces deux choses-là et de donner aux gens le temps de se retourner? 4 ans, on cite toujours le délai maximum des procédures. Les gens peuvent être conciliants. Vous savez, moi j'en connais, j'ai des voisins dans mon quartier, ils ont eu exactement ce cas-là. Propriétaire rachète, leur dit écoutez, on va gentiment devoir vous faire partir parce qu'on veut s'installer à cet endroit-là. Que font les gens dans cette situation-là? Ils commencent à chercher un logement, ils ne sont pas débiles. Donc dans un certain nombre de cas, ils le trouveront en 1 année, dans d'autres cas, ils le trouveront en 2 ans. Et puis peut-être, si c'est une famille avec 3 enfants, oui, la pesée d'intérêt, elle commande d'avoir aussi des droits pour eux et peut-être de pouvoir se donner 2 ans et demi, 3 ans pour se retourner. Donc, encore une fois, le droit du bail, il est là pour rééquilibrer quelque chose qui est profondément à la base une différence de positionnement. Quand on est propriétaire, c'est pas pour dire qu'on est méchant, du reste c'est vous qui l'avez dit, j'ai pas dit qu'on est méchant. Quand on est propriétaire, on est plutôt fort parce qu'on possède. Quand on est locataire, on est plutôt faible puisqu'on loue et qu'on doit payer pour occuper le logement. Le droit du bail, c'est juste de dire ça, on le rééquilibre un tout petit peu. Alors n'allons pas dans l'autre sens. C'est le seul but de ce non, c'est le seul but de ce refus. Juste un complément. C'est pas seulement les locataires qui sont une famille de 3 enfants. Moi, j'ai des cas aussi comme avocat, c'est des propriétaires, c'est des familles qui ont acquis un appartement et qui veulent rentrer et qui ne peuvent pas. Pourquoi? Vous dites la position forte des propriétaires, c'est faux. Le droit du bail, il est très avantageux aussi pour les locataires. Je ne sais pas si vous pratiquez beaucoup les procédures, mais quand vous annoncez une procédure d'une durée d'1 à 2 ans, c'est fantaisiste. On est à 4-5 ans et si ça va au tribunal fédéral, on peut être au-delà de 5 ans de procédure et c'est impossible de faire évacuer. Pour la famille que vous avez mentionnée, je connais aussi des cas, des voisins, qui veulent rentrer dans leur propre appartement et qui attendent 5 ans avant de pouvoir rentrer parce qu'on a un locataire malheureusement qui ne cherche pas ou qui n'a pas la volonté de chercher. Et deuxièmement, au niveau des sous-locations abusives, le montant des loyers, vous devriez être satisfait d'éviter ce moyen de lutter contre les sous-locations abusives. Ça permet d'éviter des loyers abusifs au final et d'évacuer plus facilement un sous-locataire qui aurait un loyer abusif avec le locataire actuel. Donc au final, ça permet de lutter. J'aimerais entendre justement le côté des propriétaires. Des régies, justement. Diane Barbier-Muller, est-ce qu'il faut précisément mieux défendre ces locataires et contre les méchants propriétaires de l'immobilier? Non, moi justement, je vais parler de la pratique parce que effectivement, moi je suis d'accord sur le fait qu'il y ait besoin d'avoir une protection des locataires, une protection de la partie faible et que, honnêtement, je reconnais le droit du bail est là pour protéger la partie faible. Maintenant, à Genève, par exemple, on a eu un durcissement de la loi en faveur des locataires depuis de nombreuses années. La SLOCA a gagné chacune de ses votations depuis les années 80. Donc, je vous le dis, à Genève, on a vraiment le carcan législatif nécessaire pour protéger les locataires. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans la pratique,
les propriétaires restent des êtres humains, ils vont pas aller mettre dehors une famille avec 3 enfants, ils vont pas aller mettre la personne âgée, ce qu'on a vu beaucoup dans la campagne, les étudiants en train d'étudier, ou la personne âgée qui a sous-loué une chambre à des étudiants, justement. Ça, les propriétaires, ils aiment bien ce type de cas de figure. Ce qu'on a vu dans la pratique, c'est par exemple des marchands de sommeil, des locataires qui se faisaient justement une sous-location pour se faire lui-même un rendement. Donc c'est dans ce genre de cas de figure-là qu'il faut aussi durcir la loi en faveur du propriétaire, comme vous le dites, mais c'est pas pour créer une situation qui va péjorer le locataire dans son cocon personnel. C'est vraiment pour essayer d'apporter une protection contre les abus, comme l'a dit M. Camersin. C'est vraiment donc d'empêcher les abus d'une partie qui va, elle, abuser d'une situation. Mais la plupart du temps, les propriétaires sont. Je vous donne tout de suite la parole. La plupart du temps, les propriétaires sont aussi motivés par faire du rendement, faire de l'argent. Et on sait qu'effectivement, c'est quand on change de locataire qu'on arrive à augmenter des loyers. Donc ça, c'est aussi. Les propriétaires ne sont pas tous des humanistes, des philanthropes. Alors non, mais pour rappeler un peu la nature des propriétaires, typiquement à Genève, puisqu'on a 80% de locataires à Genève. Donc c'est vraiment là, on est à l'extrême. C'est pour ça que je cite cet exemple, et c'est celui que je connais le mieux. 45% des propriétaires sont des entités publiques, donc que ce soit l'État de Genève ou des communes. Donc ce n'est pas des propriétaires qui veulent faire du rendement sur le dos de sa population. L'État de Genève propose des loyers qui sont en principe abordables, mais quand même au-dessus de la moyenne cantonale. On a aussi des caisses de pension, donc là c'est pour apporter une rente, donc c'est toujours des prestations à la population. Et on a en fait 20% de propriétaires privés, je veux dire, 20% de propriétaires privés. Tout le reste, ce sont des institutionnels, des caisses de pension et des entités publiques. Donc c'est pas le cas de figure que les gens imaginent, le gros propriétaire avec son cigare, comme on l'a vu des fois dessiné, et qui s'assoit sur un tas d'or. C'est vraiment cet argent qui est réalloué ensuite dans des prestations et qui sert à entretenir. Je rappelle quand même qu'un propriétaire paye 80% d'impôts à Genève sur ses loyers. Il y a un impôt sur le revenu, un impôt sur la fortune, un impôt immobilier complémentaire. Il paye des charges d'entretien. Il doit maintenant, à Genève, on a voté sur des objectifs de rénovation énergétique. Donc maintenant, il doit aussi alimenter son fonds pour les travaux énergétiques, pour diminuer ses déperditions de chaleur. Donc tout ça, ça fait des frais. Et forcément, le revenu, l'état locatif qui est fait, sert à payer tous ces frais-là. Il va pas, si vous payez 2 000 francs de loyer, ces 2 000 francs-là ne vont pas dans la poche du propriétaire. Il y a vraiment une infime partie de ce revenu-là qui ira dans cette poche-là. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de velléité de faire de la spéculation immobilière sur le dos des locataires. C'est vraiment apporter en fait quelque part un moyen de subventionner tous ces frais. On retombe une nouvelle fois sur les fonds de pension. Mais je pense qu'on doit revenir quand même effectivement à l'objet de la votation, puis quelques mots quand même aussi sur qui sont les propriétaires effectivement à Genève. Les procédures, j'ai quelques centaines de procédures à mon actif à Genève, qui est une justice particulièrement lente par rapport à ce qui se fait ailleurs. Les procédures ne durent pas 4 ans. Les procédures durent 1 année ou 2. Dans quelques cas de figure exceptionnels, la procédure peut aller jusqu'au tribunal fédéral. Il faut 15 000 francs de valeur litigieuse, vous le savez, comme non, c'est faux. Il faut... Écoutez, ça c'est la loi sur le tribunal fédéral, je suis désolé. Puis ensuite, le deuxième aspect, c'est le fait qu'une bonne partie de ces procédures s'arrête en première ou deuxième instance. Et pendant effectivement ces procédures, les locataires cherchent une solution de relogement. Mais sur la prolongation, la loi, elle dit quoi? Elle dit en fait que le juge doit examiner le besoin du propriétaire et le besoin du locataire pour atténuer, disons, les effets pénibles en fait de la résiliation de bail, pas pour donner la prolongation la plus longue. Donc le locataire doit chercher ardemment à trouver des solutions de relogement, et c'est comme ça qu'il arrive à obtenir 1 année ou 2 ans en pratique. Ça, c'est effectivement ce qu'on trouve en Suisse romande. Peut-être qu'à Sierre, il y a une particularité, puis que les juges donnent 4-5 ans au-delà, effectivement, de la loi. Je ne me prononcerai évidemment pas là-dessus. Mais disons, la nécessité, parce que je pense que M. Camersin a évoqué une chose, c'est que le texte de base sur le besoin propre avait été déposé par un conseil national PLR. Effectivement, au départ, il voulait supprimer les droits de procédure. C'est-à-dire, le propriétaire arrive, il dit « j'ai besoin », et le locataire doit prouver sur pièce qu'en réalité, c'est faux. Ce qui, évidemment, est impossible en pratique. Là, la Commission a quand même dit qu'il y a un petit problème, parce que la Suisse est quand même un État de droit, puis il y a la Convention européenne des droits de l'homme, puis il y a la Constitution fédérale, donc on a quand même le droit de faire instruire le dossier. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on sort avec un texte aujourd'hui qui n'est pas sur une autre thématique que celle qu'a évoquée M. Camersin tout à l'heure, peut-être qu'il est parti de la Commission un peu tôt. Mais sur le fond, disons, l'élément qui est central, c'est qu'on ne parle pas, disons, d'une résiliation ordinaire. On parle d'un cas où vous avez un litige, où vous avez un bailleur qui a perdu une procédure, donc il est furax contre son locataire, et derrière, il va résilier le bail en disant « j'ai un besoin ». Et aujourd'hui, effectivement, la bataille se fait, est-ce que le besoin est urgent ou pas? Et cette bataille, elle est centrale. Et si vous supprimez le besoin urgent ou pas, ça veut dire que demain, vous demandez les travaux. Vous avez contesté une majoration de loyer, il y en a eu beaucoup l'année dernière. Vous avez effectivement demandé une baisse de loyer parce qu'il y a eu des nuisances. Le bailleur, ensuite, peut dire
je résilie ton bail, tu pars. C'est ça, effectivement, l'objet. C'est pas récupérer famille de 3 enfants ou autre. Ça, c'est déjà possible aujourd'hui. Et la modification qui est sur la table pour le 24 novembre ne parle pas de ça. Moi, je veux bien qu'on fasse des montagnes et puis qu'on fasse de la politique fiction. Mais fondamentalement, on doit quand même lire le texte parce qu'on vote sur un objet. Et ça, c'est un point central. Maintenant, sur la question de qui sont les propriétaires, effectivement, en Suisse. On a des bailleurs institutionnels. C'est ça qu'évoquait Mme Barbier-Muller tout à l'heure. Mais dans ces bailleurs institutionnels, les plus gros propriétaires en Suisse, c'est qui ? UBS, Swiss Life, Allianz, les fonds d'investissement UBS en a une dizaine. C'est des propriétaires qui visent en fait des rendements. Moi, je ne dis pas que c'est des salauds. Je dis juste qu'effectivement, ils garantissent, vous pouvez aller voir les brochures, des rendements qui sont de 7 à 12 ou 15% de rendement. Il faut bien que quelqu'un les paye, ces rendements. Et ça va être les locataires. Et comme vous le savez sans doute, on a aujourd'hui des rendements qui peuvent parfois être en baisse, parce que comme les prix de l'immobilier ont tellement augmenté, puis qu'il y a une ruée vers l'immobilier, bah évidemment, ça baisse le rendement si les loyers n'augmentent pas. Et donc le risque, c'est que derrière, il y ait des congés pour pouvoir effectivement relouer plus cher et rétablir les rendements. Mais c'est une logique économique, c'est des pratiques commerciales. Moi, je ne fais pas un procès en démonisation aux bailleurs. Je leur dis juste que je prends acte du fait qu'ils annoncent des rendements qui sont élevés, beaucoup plus élevés évidemment que ce que la loi autorise, qui est déjà pas mal. Aujourd'hui, la loi, c'est 3,75% de rendement sur les fonds propres, donc sur l'argent de l'épargne. C'est beaucoup, moi je n'ai pas ça sur mon compte épargne, plus l'inflation, je n'ai pas ça sur mon compte épargne non plus. Mais évidemment, il faut être raisonnable, on ne peut pas demander le double. Mais si vous voulez effectivement garantir la loi, vous n'avez pas besoin de congédier, de pousser dehors et tout ça. Là, à mon avis, les loyers actuels peuvent couvrir. C'est si vous voulez aller au-delà qu'il faut faire ce job. Et du coup, ce débat, il concerne cet aspect. Parce que si vous facilitez les congés, parce que le but, c'est pas, peu importe le but, la loi, si vous l'appliquez, c'est pas lutter contre les abus, c'est de permettre de résilier un bail ou de dire non. On va pas donner des droits aux sous-locataires, de récupérer son argent, d'obtenir le contrat. C'est le droit pour le propriétaire de dire aux locataires et aux sous-locataires, dégage. C'est ça, effectivement, ce qui est prévu sur la table. Et une fois qu'on a fait ça, on peut relouer, et puis même, franchement, c'est des analyses de Wüsten Partner. Lorsque vous relouez un appartement aujourd'hui au prix du marché, vous pouvez le relouer nettement plus élevé. On parle de 35% à Genève en l'espace de 10 ans ou 15 ans, que effectivement si vous gardez un locataire en place. Donc on peut dire qu'on peut tisser quelques liens sur le fait que donner plus de pouvoir à ces propriétaires-là. Je ne parle pas de votre régie, je ne parle pas effectivement des petits propriétaires avec 3 enfants, je parle d'UBS, de Swiss Life, d'Allianz ou autres, où il y a peut-être effectivement un risque. Sur les fonds de pension, on retombe sur les fonds de pension, dont d'ailleurs les profits sont mis à l'index. Je suis d'accord. On s'en souvient pour la voie sur on est d'accord, mais on va quand même voir une chose. Et là, M. Camerzin l'a dit, c'est qu'effectivement, les fonds de pension, évidemment, pratiquent des loyers qui sont trop élevés. Mais au moins, ça revient effectivement aux personnes qui sont des rentiers. C'est la question. Est-ce que ça revient, dans les profits induits de par la loi. La loi est très claire. Il n'y a pas de profit qui est possible. Ah si, non, la loi sur la prévoyance professionnelle est claire. Les caisses de pension, le problème, c'est justement la capitalisation qu'ils ont et les dividendes qui se... Ah non, mais il n'y a pas de dividendes. On est clair. Là-dessus, c'est la loi de nouveau, pas politique fiction. La loi sur la prévoyance professionnelle dit que les gains des caisses de pension servent, disons, aux personnes qui bénéficient de la caisse de pension. Il n'y a pas de versement de dividendes. On peut avoir des cas, sans rentrer dans trop de détails, d'assurance privée. Même d'un monsieur Maillard qui nous disait tout à fait l'inverse il y a quelques Non, mais vous avez des cas d'assurance qui font de la prévoyance professionnelle et qui, par ailleurs, disons, rentent leur capital. C'était le cas de Swiss Life aussi, qui peuvent du coup bénéficier sur les 2 terrains comme locataires et comme assurés de bénéfices. Mais disons, la fondation de prévoyance professionnelle ne peut pas effectivement verser d'argent à des dividendes à des actionnaires, parce que d'abord, il n'y a pas d'actionnaires dans des fondations de prévoyance professionnelle. Mais il y a une perméabilité avec les assureurs que nous combattons d'ailleurs, il faut le dire clairement. D'accord. Mais ce qui frappe quand même, c'est qu'effectivement, vous avez cité les loyers très élevés. C'est déjà la situation actuelle. À Genève, les gens sont engorgés. Il n'y a pas de disponibilité de biens. Il y a tant d'énergie placée sur ces points que vous avez tous décrits comme des points de détail, manifestement. Qu'est-ce que vous faites réellement pour améliorer la situation? Plus de construction, des loyers plus abordables, Benoît Gaillard? Non, alors déjà, pardon, là vous me provoquez un peu. Ça ne sont pas des points de détail. Ce sont des modifications qui conduiront inévitablement à davantage de résiliation de bail. C'est bien le but. C'est à la fin des baux, des contrats de location qui sont résiliés plus facilement. D'accord, mais s'il y avait assez de logements disponibles, il y aurait moins de crispation sur cette question de résiliation. Non, alors déjà, il n'y en aurait pas forcément moins, parce qu'en réalité, c'est au moment des résiliations de bail que les loyers augmentent. Ça, c'est démontré. À Genève, par exemple, sur les loyers du parc, il y a une augmentation de 1%. Sur les loyers où il y a une résiliation, il y a une augmentation de 8% en moyenne par année. Mais ça, tout le monde le sait. C'est au moment des résiliations de baux que les loyers augmentent. OK, bon.
Maintenant, par rapport à votre question, les propositions, elles sont très claires, elles sont sur la table. Moi, je suis totalement favorable, et nous le sommes, à la construction de logements. Partout où c'était possible, la SLOCA a tendu la main pour construire des logements. Ce qu'on voit d'ailleurs, au contraire de l'espèce d'idée qu'on essaie de propager, les gens sont toujours contre et puis ils s'opposent, etc. Lorsque les logements qui sont construits sont finalement accessibles pour les classes moyennes, pour les gens qui vivent de leur salaire normalement, etc., en fait, c'est soutenu. Il y a plein d'exemples dans lesquels on arrive très bien à produire ou construire des logements. Pour autant que les gens, la population, les votants, aient le sentiment que ces logements vont leur être accessibles. Quand on construit du super luxe, de la PPE qui va finir par se vendre à 2 millions l'appartement, excusez les gens, ils se disent c'est pas tellement pour nous, alors est-ce que ça vaut la peine qu'on densifie le quartier à côté de chez moi? Et ils ont tendance à dire non. Par contre, quand l'équilibre est correct, il y a eu des exemples, alors moi je connais évidemment ceux du canton de Vaud, à Nyon, la Ciotat, à Lausanne, les Plaines du Loup, on a produit des milliers de logements sans aucune opposition. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des quotas de logements abordables, pas sociaux, pas où il faut montrer sa fiche de salaire pour entrer, il y en a aussi, mais des quotas de logements abordables où on dit n'importe qui pourra avoir accès à un 3 pièces à un prix raisonnable, un 4 pièces pour sa famille à un prix raisonnable. Mais dans ces cas-là, l'immense majorité des votants suit ces projets, admet qu'on construit, admet qu'on densifie. Donc les propositions, c'est celle-là sur le côté de la production de logements. Et puis sur les loyers, c'est très clair. On doit faire mieux respecter la loi aujourd'hui. Parce que l'équilibre du droit du bail, il est excellent aussi sur la fixation des loyers en principe. C'est-à-dire qu'on a un loyer qui est fondé sur les coûts. C'est-à-dire qu'en principe, on devrait voir qu'est-ce que ça a coûté en gros au propriétaire d'avoir son logement, l'achat, l'entretien, je ne veux pas entrer dans les détails, est-ce que c'est amorti, est-ce que c'est pas amorti. Et puis sur cette base-là, le loyer devrait lui permettre d'avoir un rendement raisonnable. C'est ce que vient d'évoquer M. Dandrès. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, chaque locataire individuel doit aller bagarrer tout seul devant les différentes instances pour obtenir que ce droit soit mis en vigueur. C'est tout simple, c'est ça qu'il faut changer. C'est tout simple. Il faut que les gentils propriétaires se mettent à la même table que les gentils locataires et disent comment est-ce qu'on fait un système pour être sûr que les loyers reflètent systématiquement les coûts et reflètent la règle qu'a évoquée M. Dandrès, c'est-à-dire un rendement de 3,75 aujourd'hui sur les fonds propres. C'est un peu technique, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les propriétaires, et ça je crois que c'est incontestable, ils tentent le coup avec des loyers excessifs, et puis il y a un locataire sur X, sur 10, sur 50, ça dépend des endroits, qui se bagarre, qui obtient quelque chose. Mais tous les autres ne se bagarrent pas, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas le temps, ou parce qu'ils peuvent payer. Et puis finalement, ils ne font pas la procédure. Et c'est comme ça qu'on a des niveaux de loyer qui ne font qu'augmenter. On a besoin de redéfinir l'application des règles. Mais encore une fois, les règles sont bonnes. Et ne les déséquilibrons pas le 24 novembre. Cet équilibre du droit du bail, aujourd'hui, il fonctionne et il rétablit un petit peu de cette inégalité entre propriétaires et locataires. Juste pour une petite pique à M. Camerzin, vous avez raison. Évidemment, je comprends, c'est désagréable quand on est un propriétaire individuel et qu'on ne peut pas récupérer son bien immédiatement pour en jouir. Mais juste pour les gens qui nous écoutent, pendant les 3 ans, si on prend un moyen terme, j'ai dit 1 an, vous avez dit 5 ans, je pars du principe, les locataires, quand ils sentent le truc venir, comme l'a dit M. André, ils se mettent à chercher. Ils ne sont pas tous devant les tribunaux à se dire « je vais encore gratter 6 mois » parce qu'avec votre famille, vous ne pouvez pas planifier comme ça. Donc en réalité, quand le besoin est annoncé, vous avez des gens qui commencent à chercher et il y en a qui partent et qui interrompent la procédure. Mais ce que je voulais dire, c'est que pendant que la procédure dure, et c'est là qu'on voit l'inégalité fondamentale que le droit du bail doit rétablir, le propriétaire, il est embêté, j'entends, mais il encaisse le loyer. Il faut quand même juste rappeler ça aussi dans l'équation. Donc, j'entends que c'est désagréable, mais enfin, c'est pas qu'on le prive de la jouissance de son bien au sens financier. Il voulait y emménager, ok, ça prendra 2 ans, mais en attendant, juste rappeler qu'il encaisse le loyer. Et il paye le loyer qu'il doit payer du fait qu'il ne peut pas rentrer dans son propre appartement. Voilà, donc il encaisse. C'est ça que vous oubliez. Vous oubliez toujours l'autre côté de la médaille, c'est que la famille que vous évoquiez avant, qui veut rentrer dans son appartement parce qu'il y a une procédure, parce qu'elle a acheté un appartement, elle paye un loyer. Il y a toujours deux côtés, monsieur Gaillard. Il y a toujours deux côtés. Sauf que les locataires, effectivement, ils encaissent un loyer, mais effectivement, ils payent un loyer parce qu'ils doivent se loger, parce qu'ils sont empêchés de rentrer dans leur propre appartement. C'est ça. Donc, et le locataire, lui, paye le loyer. Dans le tableau que vous dressez, il faut être complet. Mais pour revenir à la question, je vais poser la question à la constructrice aussi, à la question de base, mais pourquoi pas assez de biens disponibles? Est-ce que c'est parce que justement, on ne construit que pour les très riches aujourd'hui, Diane Barbie-Müller? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'appartement à louer. Bien
sûr que non. Non, mais de nouveau, je suis désolée, je prends toujours l'exemple de Genève, mais c'est vraiment celui que je maîtrise le mieux. À Genève, Genève est un point limite où il y a énormément de tensions et des loyers exorbitants. Et 80% de locataires versus 20% de propriétaires. Effectivement, pour moi, on prend le pire qui est Genève et puis ensuite on l'applique un peu par répercussion ailleurs. Dans le canton de Vaud, on déteint un petit peu déjà. Donc bientôt, c'est votre avenir dans 5 ans. On aime beaucoup. À Genève, on a ce qu'on appelle les zones de développement. Donc si vous voulez construire des immeubles, aujourd'hui, je dirais 90% des immeubles sont construits dans les zones de développement. Et ce sont des zones où tout est contrôlé par l'État. Le prix d'achat du terrain, le coût de construction, le prix des aménagements, le rendement autorisé, la marge du promoteur, tout est défini dans le plan financier de construction. D'accord ? Donc, ce qui fait que ça, y compris la répartition des logements, il faut 1/3 de logements sociaux, 1/3 de logements accessibles à la classe moyenne, et il y a un objectif de 20% de PPE contrôlé par l'État. Donc, on n'est pas dans les 2 millions, on est plutôt dans entre 600 et 800 000 francs la PPE. Contre quoi, d'ailleurs, la SLOCA Genève s'était opposée dans la votation du mois de mars, et c'est ce que je regrette, parce que c'était effectivement des PPE qui étaient abordables pour la classe moyenne. Maintenant, dans ces constructions-là, ce qu'on voit, c'est que déjà, ça met 10 ans à se construire parce qu'il y a tellement de normes, de recours. Il y a aussi des recours alors que ce sont des logements abordables. Il y a tellement de recours qu'entre le moment où le projet est étudié et le moment où le projet sort de terre, jamais un projet est sorti en moins de 10 ans. Et j'en ai un que j'étudie depuis 2008, donc c'est parfois beaucoup plus long. Donc dans ces projets-là, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où un projet émerge de terre, on voit qu'il y a une très forte demande. Les plus fortes demandes, ce sont pour les appartements en PPE, puisque justement ils sont entre 600 et 800 000 francs. C'est la classe moyenne supérieure qui peut accéder à la propriété. Donc on peut recevoir pour un appartement plus de 1000 dossiers, suivant la localisation, mais c'est très souvent le cas. Et là, on a le cas d'un projet où il y a de la location accessible, avec des prix aussi contrôlés. Donc c'est pas la location prix marché, c'est la prix marché, mais pas loyer abusif. Et là aussi, on soit plus de 1000 dossiers. Donc en fait, quelque part, pour moi, c'est assez symptomatique. On se rend compte que contrôler les prix ne vont pas régler le problème de pénurie. Au contraire, ils vont les accentuer. Bah oui, parce que forcément, en Suisse, on a un territoire qui est quand même petit. On a aujourd'hui des gens qui ont envie d'y habiter. On le voit parce que le sol naturel est stable. Donc on construit clairement pour une immigration. Moi, je ne regrette absolument pas parce qu'il y a une immigration économique dont on a besoin, peu importe dans les 3 secteurs. Mais on construit pour une immigration. Et aujourd'hui, comme la Suisse est très attractive et économiquement intéressante, même si on contrôlait, même si tous les 4 pièces de Suisse étaient aujourd'hui à 1000 francs le loyer. C'est rêvé. Voilà, ça ferait rêver, mais on aurait une pénurie qui s'accentuerait encore plus parce que vous auriez des revenus élevés avec des loyers qui sont plus qu'abordables. Donc forcément, les gens viendraient tous vivre en Suisse parce que c'est super intéressant. Et c'est là où je dis, contrôler, aujourd'hui, c'est des principes élémentaires de l'économie. Contrôler le prix... Je me fais du souci franchement. Allez, écoutez, je vous dis que des grands économistes le disent eux-mêmes. Contrôler les prix dans un cadre de pénurie, c'est pas ça qui va résorber la pénurie. Au contraire, il faut s'attaquer à l'offre. Donc aujourd'hui, il faut bien sûr plus construire, ne pas avoir peur du mot densité parce que dans le canton de Vaud, il se trouve aujourd'hui la tour verticale végétale qui est en projet de construction, qui est magnifique, qui va planter plus de 20 000 essences, il me semble, d'arbres différentes dans la tour. Donc on a la possibilité de construire sans bétonner avec justement de la végétation. C'est de montrer à la population que la guerre du logement, elle ne se fait pas sur le contrôle des prix artificiels parce que ça ne résorbera pas le problème, mais que par contre, il faut dédramatiser, dédiaboliser ce qu'on appelle la densité et construire plus en hauteur pour permettre aussi d'avoir des espaces de qualité. Mais c'est de permettre la construction. Donc là, faciliter, je pense, les procédures aussi, puisqu'elles sont très longues, et de permettre de construire et d'adapter les plans localisés de quartier ou les périmètres à la souplesse et à ce que veulent vraiment la population. Oui. Et si on s'attaquait aussi à la clientèle, finalement, là, on disait qu'il y avait beaucoup trop de demandes et que la demande, finalement, enfin l'offre attirait la demande. Il y a une question aussi d'espace en Suisse. Alors à Genève, c'est un canton extrêmement exigu. On ne peut pas construire à l'envi, on ne peut pas écarter les frontières, mais même sur le territoire suisse, on a vu des lois en Valais adoptées aussi parce que les gens réclament aussi un certain espace vital. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas contrôler plutôt l'immigration et stopper la demande plutôt que d'accentuer sur l'offre, Sine Kamerzin ? Bon, c'est clair que c'est un élément qui rentre dans la réflexion. Il y a toujours plus de demandes et toujours moins de biens disponibles. Donc, on va peut-être parler aussi des autres objets de la votation. Pour les routes, c'est le même problème. Pour les infrastructures en général, et comment offrir
construire des infrastructures qui répondent à cette augmentation de la population. Moi, je ne suis pas pour des limitations de chiffres, de politique de natalité ou autre pour réduire... Vous n'êtes pas UDC, vous êtes le centre. Non, mais je pense qu'il faut être réaliste. Non, mais la question quand même, la question que l'UDC pose d'ailleurs pour les 10 millions, hein, est-ce qu'on n'est pas trop nombreux aujourd'hui et qu'on a un espace géographique restreint en Suisse et que malgré tout, il faut quand même qu'on se pose la question et pas uniquement forcément avec quelque chose de polémique. Mais je pense que c'est pas par la réponse de l'UDC, c'est de dire il faut moins d'étrangers. Le débat sous-jacent de l'initiative de l'UDC, c'est qu'il faut moins d'étrangers en Suisse, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup quand même qui viennent aussi pour travailler, parce qu'on a un besoin, une pénurie de main-d'œuvre, et il y a aussi des Suisses qui reviennent, etc. Donc dans le mouvement migratoire, c'est pas seulement des étrangers. Maintenant, la limitation en chiffre absolu, on sait que c'est quelque chose qui est très difficilement réalisable. Il faudrait, la Chine l'a fait, avec une politique de natalité finalement aussi, si on veut à un moment contrôler vraiment et dire c'est 10 millions et pas plus, il n'y a pas seulement l'immigration, il y a aussi ça. Moi, je pense plutôt qu'il faut s'adapter. On parle ici du logement, on parle aussi des routes. Il y a des nécessités de répondre à l'accroissement de la population, surtout dans des cantons comme Genève, dans des villes comme Lausanne, où il y a des problèmes de trafic, d'agglomération et de sécurité aussi. Donc là, c'est important, mais pour revenir à l'objet du logement, moi, je crois qu'il y a effectivement, Mme Barbier-Muller a dit, le même problème qu'on a évoqué en début, c'est la durée des procédures. Et ceux-là même qui réclament des logements à des prix réduits, beaucoup plus de logements, mais c'est les mêmes qui s'opposent à des projets aujourd'hui et qui font durer. Alors là, ce ne sera pas entre 2 ans, comme vous l'avez mentionné à Sierre, que vous connaissez bien, ou 5 ou 10 ans, ou c'est 10 ans souvent, 10 ans pour les procédures en matière d'autorisation de construire. Et ceux-là même qui viennent réclamer des loyers modérés et des logements s'opposent par tous les moyens, à des nouvelles promotions, à des nouveaux projets, souvent, régulièrement, et ça fait traîner. Je crois qu'on a quelqu'un qui est bien placé pour nous dire la durée des procédures en matière d'autorisation de construire. Et ça fait des années, beaucoup plus long, et effectivement, là, je l'admets qu'en matière de bail, ça fait pendant des années et des années durer les procédures, et on ne peut pas poser une brique et pas creuser et poser un coup de pelle tant qu'on n'a pas l'autorisation de construire, ce qui est normal. Donc là, une simplification, et là, les normes qu'on veut introduire en matière de droit de préemption des communes, on a vu les problèmes sur vos que ça a posé, en matière de logement, l'initiative sur le logement que vous avez proposé, 10% de logement d'utilité publique pour toute nouvelle promotion. Toutes ces nouvelles normes, aussi en matière énergétique, je crois qu'il faut réfléchir à ça, parce que ça pose aussi les problèmes aussi à la fin de l'augmentation des loyers. Mais toutes ces nouvelles réglementations que vous proposez, que vous pensez pouvoir réguler le marché avec ça, eh bien au final, elles ont un impact sur les loyers eux-mêmes et sur la constructibilité et la construction de nouveaux logements qui est empêchée par des procédures qui durent des mois et des années. Donc il faut être cohérent. Si vous voulez des nouveaux logements à des prix favorables, eh bien, ce qu'il faut, c'est une simplification des règles, comme on le propose aussi en matière de bail aujourd'hui, pour lutter contre les abus et permettre aux propriétaires de réintégrer, et en matière d'autorisation de construire, mais on voit qu'on ne tire pas tous à la même corde de ce côté-là. Est-ce qu'on n'a pas les bons outils aujourd'hui? Non, mais je pense qu'on doit quand même de nouveau, parce que les faits sont un peu têtus. Et vous avez là quelques études de Wüsten Partner. Le canton de Genève, où on explique que la régulation est la plus dure, qu'on n'arrive pas à investir. Les loyers, effectivement, le permis de construire, plus 7%. Le Valais, moins 4%. Vaud, moins 36%. Genève construit beaucoup, construit 3000 logements effectivement par année, ce qui est énorme. Et ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est une région extrêmement dynamique et puis qu'on a effectivement des milliers de personnes qui viennent s'installer ici, pas parce que les loyers sont bon marché, mais parce qu'il y a une activité économique qui est puissante. C'est ça la question. Et ce dynamisme, en fait, il faut pouvoir, tirer des conséquences qui s'imposent. On a besoin effectivement de construire des logements, mais c'est-à-dire qu'il faut une planification. Il faut que la planification soit tenue. Il ne faut pas qu'il y ait une intervention politique absurde comme ça a été le cas à Genève. Et je ne parle pas effectivement du Parti socialiste parce que nous avons soutenu tous les projets de déclassement. Nous avons fait les campagnes électorales pour qu'on déclasse et qu'on construise effectivement du logement. Mais par exemple d'autres propositions qui visaient à déclasser en zone ordinaire, qui a bloqué comme notamment au Corbillette, près de l'aéroport, 1500 logements depuis maintenant plus de 10 ans parce qu'on voulait faire un coup politique avant les élections fédérales. Ça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de constance, on a besoin effectivement d'unité pour la construction de logements. Et puis il y a effectivement des recours. Alors les recours, c'est qui? C'est qu'évidemment, comme vous n'avez plus de possibilité de construire sur des zones agricoles, vous devez construire sur des zones villas. Et évidemment que les propriétaires de villas,
font recours, font des bagarres, parfois effectivement organisées par des sections de la Chambre immobilière Villa, des organisations de protection du patrimoine bâti. Non, mais je suis navré. La Chambre immobilière, c'est pas de recours. Vous avez, c'est vrai, c'est vrai. C'est les petits, c'est pics verts et effectivement les petits propriétaires. Mais disons, on a aussi, ces gens ont le droit à ce que leurs droits soient examinés par un juge. On ne doit pas sacrifier effectivement ces principes élémentaires. Mais jusqu'à un point sur la régulation. Si on n'a pas de régulation, il va se passer quoi ? Vous allez avoir effectivement une offre qui va s'orienter vers la demande la plus solvable. Donc vous allez construire des logements de haut standing parce qu'à Genève, vous avez des gens qui peuvent les payer. Et si vous voulez construire des logements pour la classe moyenne et les personnes à plus bas revenus, vous êtes obligé de corriger le tir. Et la même chose pour les logements en PPE, parce que vous expliquez que les logements PPE sont accessibles, qu'il y a une demande. Mais c'est grâce à la régulation, parce que sinon vous auriez des duplex à 5 millions. Si vous avez des prix comme ça, c'est parce qu'on a cette régulation. Et si les gens peuvent y accéder, c'est parce que la SLOCA a repris la loi qui avait été proposée par M. Longchamp pour faire en sorte qu'on n'ait pas un accaparement par quelques personnes de ces logements. La régulation, elle sert à ça. Elle sert à lutter contre la spéculation. Et on doit pouvoir la garantir. Ils se sont quand même opposés au logement abordable. Non, mais d'un mot. Là où la question, en fait, contrairement à ce qui est parfois propagé avec des idées économiques un peu simples, c'est pas parce qu'il y a plus d'offres que les loyers vont baisser. Ça va pas marcher comme ça. Et ça, pour le coup, les économistes en Suisse, moi je suis à la Commission fédérale du logement, ils ont un consensus là-dessus parce que, en réalité, les loyers sont tirés par les exigences de rendement de ceux qui investissent. Et comme la demande restera extrêmement forte, on peut construire tout ce qu'on veut, ça va pas faire baisser les loyers. Donc il faut sortir de ce mythe-là. Là où les deux questions sont très liée, elle est en fait au niveau politique, M. Camerzin, et là je vous donne raison, mais elle est dans le fait que les gens, en Suisse, dans nos cantons, sont prêts à admettre de la construction de logements, j'en suis persuadé. Parfois contre les oppositions, effectivement, qui peuvent être un peu extrêmes de certaines organisations patrimoniales, environnementales, etc. À quelles conditions, s'ils ont l'impression que leurs parents, que leurs enfants, que eux-mêmes ont une chance de se loger dans ces endroits-là. Mais l'ont-ils aujourd'hui ? Mais c'est ça qui fait que qu'aujourd'hui, les la gens classe valident. moyenne a l'impression qu'elle va pouvoir se loger correctement, qu'elle va pouvoir acquérir un logement et qu'elle a finalement des infrastructures aussi qui lui permettent de supporter aussi le voisinage. Parce que le problème aussi, effectivement, c'est le développement du territoire qui est tout petit. Il y a un certain nombre de cas de quartiers qu'on peut qualifier d'assez denses. Moi, je n'ai pas de problème a priori contre la densité, qui passent en votation populaire, qui font l'objet de peu d'opposition, qui finissent par se construire et qui montrent qu'en réalité, il n'y a pas... Alors, il y a des gens qui aiment vivre là-dedans, des gens qui préfèrent vivre ailleurs. OK, ça, c'est des goûts et des couleurs. Mais il n'y a aucune opposition fondamentale. Là où il y a de l'opposition fondamentale, mais c'est le bon sens, c'est quand les gens ont l'impression qu'on construit, mais pas pour nous, qu'on construit pour les autres. Et moi, je vais te donner un autre exemple, les villages de la côte vaudoise. Vous parlez avec des syndics, ils vous disent tous la même chose. Ils disent, on a fait des promotions, on a laissé des gens construire des petits immeubles, etc. Et puis les gens du village, d'abord, étaient contents, certains ont valorisé des terrains, etc. Puis ils se rendent compte qu'aujourd'hui, leurs propres enfants ne peuvent pas se loger dans le village parce que les prix sont tirés à la hausse par des expats, des gens à très fort pouvoir d'achat, qui ont des bons emplois du côté du Léman ou du côté de Genève. Et c'est ça qui provoque le refus ensuite des projets suivants. Mais lorsque le projet suivant, c'est on met un quota, on met un quota de 20% par exemple de logements qu'on appelle dans le canton de Vaud d'utilité publique, à loyer abordable. Ça fait monter les loyers. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Oui, mais ça fait surtout accepter les projets. C'est les leçons d'économie de M. Gaillard qui nous dit que l'offre du marché ne fait pas baisser les loyers. Alors je ne sais pas quel cours d'économie vous avez fait, mais pour moi, quand on offre suffisamment, les loyers s'adaptent partout dans le monde. Donc vous pouvez faire toutes les théories économiques de je ne sais où. La réalité, c'est bien celle-là. L'offre et la demande, quand on offre suffisamment, ça fait baisser. Mais partout, M. Gaillard, c'est des règles fondamentales. Il ne faut pas refaire les règles. Vous irez vérifier. Et la dernière chose, les procédures. Quoi que vous fassiez, on le voit comme avocat, vous le voyez aussi, Madame Brahim-Müller le voit dans sa profession, n'importe quel dépôt que vous posez, il y a des oppositions qui se font pour des raisons X, Y, Z. Pourquoi ? Parce qu'il y a le petit confort des voisins, parce qu'on ne veut pas être dérangé, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a la protection des sites des patrimoines bâtis, c'est un objectif majeur, parce qu'il y a les biens inventoriés, parce qu'il y a les normes énergétiques, etc. Mais c'est la réalité. Je viens d'une ville. C'est 10 ans. On a construit un quartier. Le moment où vous déposez un dossier de demande d'autorisation de construire d'un immeuble en PPE, avec à la fin l'autorisation de construire, c'est des années, que vous le vouliez ou non.
Alors, on va Diane Barbet-Muller justement, mais qui mène la réflexion sur comment on doit le développer, comment est-ce qu'on peut avoir les bons instruments aujourd'hui de développer. Genève, encore une fois, c'est un canton qui est extrêmement exigu sur le terme du territoire, et on voit qu'on n'a pas assez de logements, mais en même temps, on voit qu'on ne peut pas étirer à l'envi les frontières. Qui réfléchit à qui on doit attirer, comment on doit stopper, comment on doit peut-être protéger les locaux avec des loyers favorables. Je ne sais pas si l'UDC n'a pas encore proposé ça, mais elle pourrait avoir des loyers pour les Suisses qui soient différents des loyers pour les expats, par exemple. Il y a des outils qui existent et c'est le but des plans directeurs qui existent, les plans directeurs cantonaux. Donc c'est organisé c'est piloté par les gouvernements et ensuite par le Parlement. Le plan directeur va donner une ligne directrice en disant cette zone-là, on va la densifier, on va y prévoir des équipements publics type des écoles, un équipement sportif. Et puis cette zone-là, elle restera villa et celle-là, elle restera végétale. Ensuite, il y a les plans localisés de quartier, d'abord les plans directeurs communaux et puis les plans localisés de quartier. Ça, c'est les plans localisés de quartier, je crois que c'est propre à Genève. Mais donc il y a des outils qui permettent de coordonner et quelque part d'éviter le gaspillage. Maintenant, ce qui existe, c'est effectivement le recours citoyen, parce que c'est un fait, effectivement, pas devant chez moi, c'est un peu ancré dans les veines du Suisse. Tout le monde veut qu'on construise, mais surtout pas. Mais moi compris, c'est humain. Le quartier où vous avez grandi, vous n'avez pas envie de le voir dénaturé par tout à coup des habitants, des habitations à 3-4 étages, alors que vous aviez une zone villa, par exemple. Donc c'est humain. Mais malheureusement, ça ralentit et on l'a vu dans des périmètres parce que M. Dandrès parlait de 3000 logements qui ont été construits. Ça, c'est juste. Hein. Effectivement, on a construit depuis 3-4 ans plus de 3000 logements à Genève, mais malheureusement, c'était sur des périmètres qui avaient étudié il y a 10 ou 20 ans. Et on sait que ces périmètres-là vont arriver à terme. Et le plus gros problème, et là, je pense qu'on va être d'accord, le plus gros problème, c'est que ces périmètres-là, pour certains, ont été gaspillés parce qu'on a revu la densité pour faire plaisir aux communes et aux habitants. Et par exemple, à Tonnet, on a perdu 1000 logements qui étaient prévus. Et là, c'est 60% de logements sociaux. Donc, c'était effectivement plus dans la veine de M. Dandrès que de la mienne, qui voulait plutôt des logements abordables pour la classe moyenne. Mais on a perdu 1000 logements pour la population sur un terrain en zone agricole. Et c'est un peu le problème. Le recours individuel, le poids de la démocratie, que je respecte, mais fait que les gens veulent toujours moins dense, moins de logements, moins d'habitants, y compris dans des quartiers où là on a prévu des écoles, la mobilité qui s'y est adaptée, et où quelque part on a gaspillé une opportunité d'avoir justement, de répondre à la volonté de la population. Et juste pour revenir sur la partie, si les loyers baissent pas quand on construit plus, il y a une chose où là on peut pas, même à Genève, l'hypercentre, les loyers sont beaucoup plus élevés que quand vous vous éloignez. Donc, clairement, il y a aussi une question offre et demande, parce que les loyers à Satigny sont beaucoup plus bas qu'au cœur de la ville de Genève. Dans le canton de Vaud, c'est encore plus vrai, parce que le territoire est beaucoup plus grand. En Valais, je pense que c'est encore plus vrai aussi. Si vous construisez à Cran, ce sera beaucoup plus élevé que si vous construisez dans d'autres petits villages où il y a moins de tourisme. Donc aujourd'hui, le gros problème, c'est forcément l'offre. Les loyers sont très chers, dans certains périmètres très demandés, mais il existe encore pas mal d'endroits où les loyers sont abordables, ceux qui ne sont pas... Alors là, maintenant, il nous reste quelques minutes pour finir et conclure là-dessus. Il y a quand même une chose, c'est qu'on a l'impression que les citoyens, ce qu'ils demandent, vous répondez pas les uns et les autres à ces gros problèmes qui sont aujourd'hui, effectivement, avoir quand même dans l'urgence plus de toits, des loyers moins chers. On voit d'ailleurs les deux sondages qui sont parus ce matin, GFS Bern et Tamedia, le sondage de TX Group. Les deux montrent à quel point les objets de votation sur le bail, mais pas seulement, sont en train d'être refusés. Et c'est la énième votation où les Suisses font leur Neinsager. Comme si on avait l'impression que les partis politiques, aujourd'hui, ne répondent plus aux préoccupations des gens. Est-ce que vous avez l'impression d'être déconnecté, que le gouvernement est complètement déconnecté et que vos associations, même la SLOCA, est déconnectée des besoins des Suisses? Écoutez, moi, je pense que non. Je pense que le gouvernement n'était pas déconnecté parce que le gouvernement, ce qu'il a dit, du reste la même chose que nous, c'est qu'en fait, ces projets ne vont amener aucun logement supplémentaire. Le gouvernement, le Parlement aussi. Non, le Parlement a voté effectivement la loi. Le gouvernement était opposé en fait à ces modifications. M. Parmelin, UDC, a dit ça ne sert à rien, vous allez mettre la pression, vous allez déséquilibrer, les enjeux sont ailleurs, on ne construit rien de plus avec ça et on doit effectivement, disons, travailler sur autre chose. Alors la question, c'est cette autre chose. Et je pense que, disons, une politique du logement, il n'y a pas de baguette magique. Il faut travailler, il faut marcher sur deux jambes. Un, il faut protéger les locataires en place contre la spéculation. On a 10 ans pour construire, c'est juste, et on est dans une période particulièrement difficile parce que c'est vrai qu'il y a eu une période pendant laquelle il n'y a plus de l'argent dans le domaine immobilier parce que taux d'intérêt négatif à la BNS, obligation de la Confédération aussi avec des rendements à zéro, les gens plaçaient, effectivement, les institutionnels dans l'immobilier. Cette période, elle est un peu finie, donc pendant 10 ans, ça va être dur.
Et pendant ces 10 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en tout cas pas détricoter la protection des locataires en place, parce que sinon vous les mettez à la merci effectivement des personnes qui veulent majorer les loyers. Peut-être pas vous, mais il y en a d'autres, je peux vous dire, qui effectivement visent ça. Puis le deuxième aspect, c'est de garder effectivement une planification et tenir le cap. Et là, Mme Barbie-Müller a raison. Si on commence à travailler sur les densités et tout ça, on aura un problème. Mais à Genève, on est un peu moins dans l'embarras qu'ailleurs, parce que je pense qu'une partie des décisions se prennent au niveau cantonal. Ce qui n'est pas le cas effectivement en Valais, ce qui n'est pas le cas non plus dans le canton de Vaud, et c'est vraiment ce qui explique pourquoi les chiffres sont mauvais. Parce qu'au niveau cantonal, on peut dire, on entend l'intérêt de la population, on va vous donner les infrastructures, mais la densité, c'est pas négociable. Voilà. Alors on doit conclure, et j'aimerais entendre M. Camerzin sur cette question quand même, parce que vous l'avez dit aussi, les autoroutes seraient en train l'investissement dans les autoroutes serait en train d'être refusé aussi par la population. Cette déconnexion quand même du Parlement, des partis, du gouvernement, de ce que souhaite et de ce dont a besoin aujourd'hui la population, c'est quelque chose qui n'est pas quand même, il ne faudrait pas en prendre acte aujourd'hui. Bon. Le Parlement essaie de proposer des choses. Des fois, ça passe. Ça a passé au niveau énergétique, par exemple, avec le Montel-Herlas, toute la réforme. Et ça impacte aussi la population. Ce que vous proposez, en l'occurrence, c'est des points de détail. On l'a dit, enfin, même si voilà, on a fait tout le débat là-dessus, mais sur EPHASE aussi, sur les prix de maladie. Est-ce que vous répondez réellement aux préoccupations essentielles de la population? On essaie. Moi, je crois qu'aujourd'hui, notre engagement à tous ici, il est dicté par cette population, la classe moyenne et les bas revenus qui souffrent. Et là, on a 3 domaines qui sont touchés. Le logement, on l'a dit, avec quel que soit le résultat, une issue qui ne sera pas déterminante sur le montant des loyers. Mais 2 autres projets qui sont importants sur, d'une part, les coûts de la santé, qu'on veut tous faire baisser. On n'a pas de solution miracle, mais on a au moins l'avantage d'avoir une proposition aujourd'hui sur la table. Plutôt que de dire non à tout, eh ben, on a une proposition qui est soutenue par les milieux de la santé, les milieux médicaux, par les cantons, et qui dit, eh bien, en uniformisant le système de financement des prestations obligatoires et stationnaires, on équilibre, juste pour terminer. C'est nouveau de la politique. On essaye au moins de trouver une solution. Et du côté des Nine Zaguerre, on ne veut rien, si ce n'est la question dont on sait que ce n'est pas une solution. Donc aujourd'hui, on a des propositions, au moins sur la table, dans le domaine de la santé, où c'est très dur de faire des réformes, et au niveau de la mobilité. Moi, je suis moins touché en Valais. Aujourd'hui, je suis venu en train. Mais par contre, on sait que c'est extrêmement compliqué, qu'on a des nœuds partout. Et aujourd'hui, on essaye de répondre à ces problèmes d'infrastructure, de mobilité, en disant les endroits où on a localisé des problèmes... Mais apparemment, les Suisses ne vous suivent pas. Et c'est quand même un gros signal. Parce que la population suisse est quand même... Mais les Suisses suivent quand même. Dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'aménagement du territoire, la population a suivi. Heureusement, elle n'a pas suivi non plus dans le domaine des attaques contre l'agriculture. Ils veulent donner le pouvoir aux bailleurs et aux caisses. Ça aussi été un nom sur ces réformes et ces attaques contre les agriculteurs. On va devoir conclure, malheureusement ou heureusement, c'est le mot de la fin. On voit bien que ce débat, de toute façon, va se prolonger. On remercie beaucoup tous nos invités, Diane Barbie-Müller, Sidney Camerzin, Christian Dandresse et Benoît Gaillard. Résultat déjà, en tout cas, pour le droit du bail dans l'urne le 24 novembre prochain. Nous, on se retrouve mercredi prochain avec un cinéaste génial, Michel Hazanavicius, le père d'OSS 117 notamment et de The Artist. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine, une très belle soirée à toutes et tous.